saluer le travail qui est fait par le Grand Paris et capitale économique, et je salue les participants à la table ronde, Anne Maréchal que j'ai rencontrée, qui est directeur juridique de l'AMF, le président des notaires de Paris, monsieur Savouré, et le troisième intervenant, qui est... je ne parle pas grec couramment, et qui n'est pas là. Et qui est là. Lazaros Panourgias. C'est parfait. Les Grecs parlent couramment beaucoup de langues, et notamment le grec à qui l'on doit tant, en termes de démocratie et aussi en termes de langue. Alors, je suis là pour vous présenter très brièvement la raison d'être de la commission juridique du Grand Paris Place Économique, et pour simplement formuler un souhait et, si je puis dire, exprimer une opinion, à savoir que le droit, les services juridiques et judiciaires constituent une activité économique. Et c'est par rapport à cette idée, qui est une idée peut-être un peu nouvelle chez nous en France, mais qui est beaucoup moins dans les pays anglo-américains où le droit occupe une part de marché extrêmement importante, cette idée, nous en sommes les porteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement économique, de renforcement de l'attractivité économique d'un espace, quel qu'il soit, en l'occurrence le Grand Paris, capitale économique, sans qu'on puisse offrir dans cet espace non seulement des services commerciaux et des services publics au sens large, mais aussi des services légaux, juridiques et judiciaires. Et à partir de cette idée, on s'est intéressé à la mesure de cette activité. Et on s'est rendu compte que autant en Angleterre, au Royaume-Uni, qui est un centre mondial du droit et des services juridiques, ainsi que dans bien d'autres pays, dont bien entendu les États-Unis, on avait cette mesure à l'esprit. 30 milliards d'euros pour le service du droit au sens strict en Grande-Bretagne, et au total entre 2 et 2,5% du PNB. Chez nous, il y a eu certaines évaluations que je ne rapporterai pas, parce que je ne sais pas si elles sont exactes et qu'elles datent de plusieurs années, mais on pense que ce qu'on peut appeler le marché du droit, c'est-à-dire y inclut toute la communauté de droit, je salue les notaires, les huissiers, les greffiers, les avocats, les magistrats et j'en passe, toute la communauté de droit génère un revenu qui devrait être à peu près d'1% du PNB, ce qui est sensiblement moins important. Donc ça, c'est un premier constat, et nous avons l'intention de mobiliser les barreaux européens et Eurostat, qui est l'agence statistique européenne, pour qu'elle ait cette approche du droit comme d'un marché. Les Anglais nous auront au moins légué cela. Et bien d'autres choses. Deuxième élément, est-ce que notre commission est un sous-produit du Brexit ? Non. Il y a bien longtemps qu'en France, on a pris conscience de l'importance du droit comme facteur d'attractivité et aussi, tout simplement, facteur de sécurité. Un État a le devoir premier d'assurer la sécurité de ses citoyens et des personnes morales qui composent ces citoyens, c'est-à-dire en l'occurrence aussi des entreprises, qu'elles soient françaises et étrangères. Mais c'est vrai que le Brexit, et d'ailleurs quand on lit la presse anglo-américaine et notamment anglaise, on se rend compte qu'il y a une certaine inquiétude, puisque même si les Britanniques n'ont jamais adhéré pleinement à l'espace judiciaire européen, puisque leur adhésion à cet espace, c'est du pick and choose, et ils décident quels sont les textes qu'ils souhaitent appliquer. Par exemple, ils ont choisi d'intégrer dans leur droit beaucoup plus de textes en matière de civil et de procédure civile que pénale, on peut comprendre pourquoi. Eh bien, désormais, en principe, en dépit du vague des négociations en cours sur les modalités du Brexit, on peut penser que les jugements des cours britanniques ne seront pas automatiquement reconnus dans les États membres de l'Union européenne. Et qu'il y aura une formule, est-ce que ce sera l'exéquatur classique ou autre, mais en tous les cas, une décision de justice britannique ne sera plus une décision valable dans l'ensemble de l'espace européen des 27 États membres actuels. Donc ça va changer beaucoup. À partir de ce constat, il y a forcément un défi
qui est lancé aux juridictions françaises et aux juridictions des autres pays européens. Avec ce contexte particulier qui est que, en quelque sorte, la common law n'a pas gagné la partie, mais néanmoins, l'avance des concepts et de la façon de penser anglo-américaine par rapport au monde des entreprises fait que nous sommes quand même très influencés par cette approche et par ce droit. Étant observé que le droit de l'Union européenne est un mix entre la common law et le droit continental écrit. C'est plus du droit continental écrit, mais quand vous lisez les arrêts du tribunal de l'Union européenne, un peu moins la Cour, c'est quand même pas mal de la common law. C'est du judge-made law, c'est-à-dire que le juge reprend les considérants de ces arrêts précédents qui, en quelque sorte, font loi. Puisque la différence entre la common law et le droit continental, c'est que dans un cas, c'est la jurisprudence qui fait la loi, et dans l'autre, c'est la loi qui fait la loi, mais comme chez nous, elle n'est pas appliquée, ça doit être un système un tout petit peu différent, où elle est moins appliquée qu'ailleurs. Alors, on a trois pistes de réflexion. La première, c'est la communauté de ceux qui contribuent à faire fonctionner ce marché du droit, que ce soit du côté des cours ou du côté des professions juridiques. La deuxième réflexion, c'est les structures, les infrastructures, c'est-à-dire les cours elles-mêmes, mais aussi l'arbitrage, enfin toutes les formes de résolution des conflits, et nous incluons les agences et les organisations internationales ayant leur siège en France, qui sont des régulateurs, des producteurs de normes, et les villes, notamment en matière d'environnement, qui sont de plus en plus producteurs de normes. Je peux vous dire que pour une industrie automobile, que je connais un peu, parce que j'ai été administrateur d'une société pendant plus de 10 ans dans ce secteur-là, que ce soit en France ou ailleurs, les régulateurs, ce sont maintenant devenus les cités, les villes. On le voit à Paris, par exemple, si on peut parler de régulation, mais en tous les cas, les idées de Madame Hidalgo sont assez présentes dans les rues et sur les trottoirs de Paris avec les trottinettes. Alors la communauté, et puis ensuite, en conclusion, le droit substantiel, qu'est-ce qu'on a comme droit, qu'est-ce qu'on a à offrir comme droit qui soit d'inspiration européenne et comme procédure, ou un peu plus française, ou gréco-française, ou romano-française, puisque c'est les deux droits universels qui ont précédé le droit français, et maintenant le droit britannique, et demain peut-être le droit chinois. Les professions de droit. Alors je vais être brève parce que les notaires se sont modernisés il y a déjà très longtemps. Je me souviens qu'à l'époque où l'informatique était naissant, on parlait déjà de cridon, c'est ça ? Les avocats trouvaient ça formidable parce que nous, les avocats n'étaient pas du tout équipés. Les huissiers aussi se sont modernisés. Quant aux avocats, en fait, il y a une profession d'avocat qui est extrêmement hétérogène en France. Ceux qui ont brûlé des codes civils ne sont pas ceux qui sont avocats chez Clifford Chance ou chez Cléry Gottlieb, sans vouloir faire de publicité, ou dans mon cabinet. Ça n'est pas du tout la même profession. Et donc, ça pose un problème, je dirais, presque existentiel pour les autorités de gestion de la profession et notamment les ordres. Si on tient compte du droit comme activité économique qui génère des revenus et pas des coûts, je pense que le droit qui génère des coûts, c'est-à-dire l'aide juridictionnelle, est indispensable dans une démocratie et tout individu a droit à avoir un défenseur et tout sortant de prison a droit à avoir un soutien pour se réinsérer dans la société. Donc c'est parfaitement sain. Mais ce que nous étudions, c'est plutôt le droit comme activité économique génératrice de revenus. Et pour ce qui est des avocats, on a eu une première interrogation, c'est comment se fait-il que les Français, sauf exception confirmant la règle, n'aient pas été capables de créer des grandes firmes multijuridictionnelles, alors que les entreprises se tournent vers ces firmes, puisqu'elles sont souvent sujettes à des contentieux ou à des problèmes de régulation qui sont multinationaux, au sens que plusieurs droits s'appliquent, sont parfois en conflit, mais plusieurs droits s'appliquent. C'est vrai pour les investigations internationales, c'est vrai aussi pour la régulation. Et donc, ces sociétés, d'une certaine importance, ont tendance à se tourner vers des grands cabinets anglo ou américains. Pourquoi les Français ? Pourquoi n'y a-t-il pas un Airbus
du droit sous forme d'une firme proprement européenne de l'après-Brexit. Moi, je trouve que ça, c'est une réflexion qu'on va avoir. Après, il y a la corporation des magistrats. Alors, les magistrats en France sont peu nombreux, ils sont moins nombreux que dans d'autres pays européens. Ils ont été 6 000 pendant très 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 longtemps, à peu près pendant 40 ans ou 50 ans. Maintenant, je pense qu'ils sont 8 000. Je parle des magistrats de l'ordre judiciaire, ce qui est relativement peu compte tenu des stratégies judiciaires aujourd'hui. Vous le voyez bien, que ce soit dans la sphère du droit des affaires, des droits de l'homme ou, je dirais, de la politique, la saisine d'un juge, une action diligentée contre un individu ou une entreprise, c'est devenu une façon d'avoir un forum médiatique. Je parle notamment, par exemple, des ONG qui ont compris que la justice était le meilleur forum médiatique parce qu'il y a un narratif et parce qu'il y a un ennemi. Et donc, ça parle à la population. Et ça pose de très gros problèmes en matière de changement climatique, par exemple, en matière aussi d'activités bancaires, financières, parce que ces ONG, je peux en témoigner personnellement, ont un agenda politique. Et face à cela, les juridictions doivent être équipées. Elles doivent connaître le droit interne, mais elles aussi doivent connaître le droit international privé, le droit international et, si possible, le droit comparé. Et avoir accès et connaître et pouvoir lire les jurisprudences des autres pays qui ont les mêmes problèmes que ceux de la France. On n'est pas unique de ce point de vue-là. Et je pense qu'une des solutions pour préparer les juges, disons, au grand espace économique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que l'économie et le droit doivent devenir des matières obligatoires à l'école. Donc, on va écrire à M. Blanquer, qu'on doit voir prochainement, pour lui dire que si on veut avoir en Europe et notamment en France une population qui comprend les grands mouvements socio-économiques de notre temps et des professions de droit qui sont préparées à comprendre ces mouvements économiques et les problèmes consubstantiels à toute activité industrielle ou de service, il faut qu'ils soient dans leur tête très tôt préparés à cela, et je crois que ça va être un des handicaps de notre pays qu'on va souligner le plus. Les structures du droit, je vais donner 2 exemples, parce que c'est vrai que le droit des affaires, ce n'est pas non plus forcément une spécialité de toutes les juridictions, donc il y a des juridictions spécialisées. Moi, j'estime que le Conseil d'État est une juridiction spécialisée qui est de haut niveau, tribunal de commerce de Paris. Les juridictions spécialisées, il y en a de plus en plus en matière de brevets, en matière de concurrence. Ce qui est assez satisfaisant, c'est que la France est pionnière dans la création de 2 chambres internationales, l'une au tribunal de commerce de Paris et l'autre à la Cour d'appel de Paris. D'autres pays, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, se préparent à créer des chambres internationales de la même manière, qui travailleront en anglais, pourront écouter des avocats plaidant en anglais, rédigeront en anglais, admettront des preuves en anglais et appliqueront le droit international ou celui d'autres pays. Et ça, je pense que c'est des laboratoires d'expérience. Normalement, toutes les chambres devraient être internationales, mais ce sont des laboratoires d'expérience qui sont quand même assez novateur, à telle enseigne qu'on va être copié par d'autres pays. Il y a un autre exemple qui nous place, disons, en tant que nation pionnière du point de vue de la résolution des conflits, c'est l'arbitrage. Et ça date du début du XXe siècle. On est, avec les Américains et les Anglais, la plus grande place d'arbitrage au monde, avec cette particularité par rapport aux Anglo-Américains, c'est que chez eux, l'arbitrage est vraiment anglo-américain, c'est-à-dire vous avez pratiquement que des arbitres anglais ou américains. En revanche, je dis anglais parce que les Écossais vont nous rejoindre, donc je cible vraiment, je dis ça en riant, les Britanniques. Et aux États-Unis, c'est la même chose, alors que chez nous, nous avons des arbitres de toute nationalité et de toute culture. Donc c'est vraiment un lieu d'arbitrage international au sens plein du terme. Et enfin, je dirais sur le droit, alors là, on n'est pas le ministre de la Justice et on soutient les efforts du ministère de la Justice pour améliorer, disons, le caractère opérationnel de notre système légal et juridique. On a des très bonnes procédures. Je pense par exemple à celle de la collecte des preuves, l'article 145 du Code de procédure civile, qui vaut 10 000 fois
plus et mieux que le Discovery à la mode britannique, ou le Disclosure à la mode britannique, mais surtout le Discovery à la mode américaine. On a aussi, de manière générale, dans le droit civil, un droit qui est beaucoup plus simple que le droit anglo-américain. En revanche, quand on regarde le code de procédure pénale, c'est un nid à nullité de procédure et il n'est pas du tout maniable. Donc, on va avoir quand même une réflexion sur le régulateur et la façon dont le régulateur intègre dans sa réflexion, donc c'est le législateur ou le pouvoir réglementaire, comment est-ce que ces outils juridiques, ces régulations vont être utilisées. Il y a aussi le problème des agences, qui, elles, produisent de plus en plus de droits qui s'appellent soft law, mais qui est en fait de la hard law, parce que si vous ne le respectez pas, vous avez des sanctions considérables calculées en pourcentage du chiffre d'affaires, donc c'est pratiquement de la hard law. Et là, c'est plus technique, c'est sensiblement plus lisible et accessible, mais je pense qu'il y a aussi peut-être une réflexion, peut-être Madame Maréchal en parlera, sur la multiplication des lignes directrices des agences, des autorités administratives indépendantes, peut-être une certaine rationalisation. Et enfin, je crois qu'il ne faut pas oublier que la France est le siège de 2 organisations internationales, l'une de l'ONU, l'une européenne, étendue, si je puis dire, l'UNESCO, qui produit des conventions, et l'OCDE, qui a un rôle absolument considérable en matière de production de normes, et je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé à l'atout que constitue la présence de l'OCDE. Donc pour conclure, je dirais que le droit, c'est consubstantiel au développement économique d'un pays, mais c'est aussi consubstantiel au maintien et à la sauvegarde de la souveraineté, et j'aime bien parler de souveraineté européenne, car qui dit la norme modèle les façons de penser et d'agir, et donc a le pouvoir. Donc prenons le pouvoir, on ne va pas nous l'offrir, donc il faut toujours mieux le prendre qu'attendre qu'on vous le propose. Merci. Pour cette introduction de la prochaine table ronde. Donc nous allons continuer, poursuivre nos échanges sur comment devenir une place d'excellence juridique avec nos prochains invités. Donc le droit comme une prestation économique au service du développement économique de la place de Paris. Donc merci d'accueillir Anne Maréchal, directrice des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers, Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris, et Dr Lazaros Panourgias, Head of EIF Affairs, Brussels, and Head of EIF Corporate Relations at the European Investment Fund. Non, vous choisissez vos places où vous voulez. Merci d'être avec nous. Donc, Anne Maréchal, donc vous êtes directrice des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers en France depuis 2013. Dans ce cadre, vous dirigez une équipe spécialisée en droit financier, gestion et de contentieux. L'AMF, juste a pour mission d'informer, réguler et parfois sanctionner les acteurs financiers en France, notamment les investisseurs, et l'AMF garantit en quelque sorte la stabilité du marché financier. Bertrand Savouré, vous êtes président de la Chambre des notaires de Paris, spécialisé dans la clientèle d'entrepreneurs et la planification des transmissions de patrimoine dans un cadre international de plus en plus marqué. Et vous êtes également membre d'un réseau international de juristes du patrimoine. Dr Lazaros Panourgias, donc you're Head of EIF Affairs at Brussels and the Head of EIF Corporate Relations at the European Investment Fund. EIF is a part of the European Investment Bank Group and a specialist provider of risk finance to benefit small and medium SMEs enterprises across Europe. Its headquarters are in Luxembourg. As you told me, collaborated some years ago with Noël Lenard in London. And so you will bring the European perspective on how to be attractive to venture capital. Anne Maréchal, donc vous avez contribué à la création du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. C'est une institution qui contribue au dynamisme, au bon fonctionnement de la place de Paris. Quels sont les projets de réforme qui sont portés par ce comité et quelle réponse apportez-vous en fait à tous ces échanges, à toutes ces questions aux auteurs de la place? Merci. Je me souviens en arrivant à l'AMF en 2000. Juste, pardon, parce que le micro, est-ce qu'on peut
J'ai l'impression que ça... Est-ce que ça, Oui, ça marche? c'est mieux. Merci. En arrivant à l'AMF, le président de l'AMF m'a dit il faudrait qu'on ait quelque chose en France, un comité d'experts en droit, ça nous manque. Et effectivement, on avait constaté qu'il n'y avait pas d'experts juridiques comme il y a des experts économiques pour conseiller les autorités publiques. Et donc, je me suis demandé ce qu'on pouvait bien faire. Et je suis allée voir notamment à Londres où ils avaient le FMLC, qui est un groupe d'experts indépendants de très haut niveau, de juristes de très haut niveau, et qui notamment fournit la Commission européenne de projets de notes de grande qualité régulièrement, et ça fait avancer le droit anglais. Et je me suis dit, c'est trop bête de ne pas avoir ça en France, parce qu'on a un droit intéressant, le droit continental, il faut le défendre. La compétitivité d'une place se fait aussi par le droit, j'en ai la conviction. Donc on a, à l'initiative de l'AMF, a été institué le Haut Comité juridique de place, qui a démarré ses travaux en janvier 2015, et qui est constitué de 18 membres indépendants de très haut niveau, des avocats, des magistrats, des professeurs de droit, des professionnels de la finance, et qui travaillent à titre totalement bénévole. Et nous, autorités, nous sommes sponsors de ces travaux, c'est-à-dire que nous sollicitons ce haut comité pour nous étudier certains thèmes, faire des propositions pour le développement de la place et notamment faire passer nos idées, nos positions au niveau de Bruxelles en particulier. Et donc, je citerai quelques exemples de ces travaux qui sont très intéressants. Et, le Haut Comité publie ses rapports, donc ils sont en ligne. Vous pouvez les voir, mais il y a plusieurs initiatives particulièrement intéressantes. Alors déjà, sur le Brexit, le Haut Comité a été saisi notamment par le ministère, mais aussi par nous-mêmes pour travailler sur les conséquences d'un Brexit, notamment hard, sur les services d'investissement, la gestion d'actifs, les assurances, et la continuité des contrats, qui était une vraie inquiétude chez les professionnels, comment allaient se passer les choses en matière de continuité des contrats, et d'ailleurs on a pu largement rassurer les acteurs financiers dans ce domaine. Et puis il y a eu deux initiatives très intéressantes, je trouve, en termes de compétitivité pour la place de Paris. La première, c'est la création des chambres internationales au niveau du tribunal de commerce de Paris et de la Cour d'appel de Paris. Alors c'était sous la présidence de M. Canivet, qui présidait aussi le Haut Comité juridique de place à ce moment-là. On a très très vite, donc le Haut Comité s'est emparé de ce sujet et a proposé la création de ces chambres qui ont été mises en place. Elles ont été mises en place très vite après le rapport du Haut Comité en mars 2018 et ça fonctionne. Alors c'était important de mettre en place ces chambres internationales pour justement être capable d'attirer à Paris un certain nombre de litiges, et notamment la grande avancée, c'est que ces chambres peuvent travailler en anglais du début à la fin de la procédure. Et il y a également toute une série de mesures pour faciliter, simplifier les procédures, et le recours à ces juridictions permettent aussi de faire venir des témoins, des experts à l'audience, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Deuxième initiative très intéressante, je trouve, pour la place de Paris, c'est la création d'une procédure d'arbitrage simplifié. Et alors là, vous avez peut-être vu que le rapport du Haut Comité juridique de place est sorti hier sur ce sujet. C'est un groupe de travail présidé par M. Alain Lacabara, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et membre du Haut Comité, qui a présidé ces travaux. Et donc vous verrez, c'est vraiment très intéressant. La place de Paris, ça a été dit par Madame Lenoir, est une place d'arbitrage très importante, mais on cherche quand même à attirer davantage de litiges dans le domaine financier. Ça reste quand même très anglo-saxon. Il y a une habitude qui est prise de mettre pas toujours déjà des clauses d'arbitrage, et puis quand elles sont mises, c'est pas forcément au profit de l'arbitrage en France. Parce que l'arbitrage, justement, c'est une activité qui n'est pas régulée ? Si, mais si vous voulez, il y a des habitudes très anglo-saxonnes dans ce domaine, et donc le fait de créer une procédure d'arbitrage simplifiée dans le domaine financier devrait permettre à Paris d'avoir plus de litiges internationaux dans le domaine financier. Et c'est quand même par là que viennent beaucoup d'affaires. Et donc, cette réforme est très importante, avec là aussi la mise en place de procédures simplifiées, de coûts maîtrisés, de délais raccourcis. Et puis, on est allé même jusqu'à prévoir des clauses types qu'on pouvait mettre dans les contrats pour attribuer ces litiges à l'arbitrage.
Merci. Bertrand Savoret, donc le notariat est également un acteur important de la place de Paris et qui continue, qui est un vrai levier de l'attractivité, du rayonnement de Paris. Comment vous contribuez aux dynamiques économiques des métropoles? Alors, d'abord, permettez-moi juste de remercier Paris-Île-de-France, capitale économique, d'avoir organisé ce type d'événement parce que c'est fondamental de manifester pour l'attractivité d'un territoire comme le territoire de Paris et du Grand Paris. Et nous sommes très heureux, les notaires de Paris, de participer à ce genre d'événement parce que c'est également une conviction profonde que nous avons que Paris se transforme de plus en plus en créant le Grand Paris et que ce Grand Paris est de plus en plus attractif, de plus en plus visible et que cette attractivité économique doit s'accompagner d'une attractivité juridique. C'est-à-dire que, je crois que ça a été dit par vous-même tout à l'heure, ça a été dit par Mme Lenoir, le droit est au service de l'économie, le droit et l'économie marchent ensemble de façon absolument résolue. Donc, il faut absolument que notre droit soit conçu comme étant au service de l'économie. Et à ce moment-là, on participera à notre niveau à l'attractivité économique d'une ville comme Paris. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, notaires, en particulier là-dessus? D'abord, nous avons décidé de réunir dans une seule entité qui s'appelle Notaire du Grand Paris l'ensemble des instances des notaires des 5 départements, on va dire pour aller vite, des 7 départements même qui composent l'Île-de-France aujourd'hui, pour essayer d'avoir une politique commune, des actions communes, pour mobiliser un peu tous les notaires dans le sens de Paris, Grand Paris attractif. D'autre part, nous avons créé un réseau, voici quelques années, qui s'appelle l'Association des notariats des métropoles européennes, et nous rencontrons 2 fois par an nos homologues des grandes villes européennes, mais on élargit un peu, puisque je vous expliquerai tout à l'heure qu'on va bien au-delà de l'Europe, et nous partageons des expériences et nous essayons de travailler précisément sur les sujets de transversalité pour faire en sorte que le droit soit au service des concitoyens et donc au service de l'attractivité. Et puis enfin, un troisième niveau d'intervention du notariat en général, c'est bien au-delà de l'Europe, c'est d'aller expliquer au-delà de l'Europe ce qu'est le modèle juridique continental, puisque le modèle juridique français n'a pas de très grande singularité à ce propos-là, donc au modèle continental. Et nous avons depuis très longtemps participé à un travail très important en Chine pour expliquer en Chine ce qu'était le modèle du droit continental. On a travaillé aux côtés des avocats, aux côtés des magistrats, et on peut considérer d'ailleurs que ce travail était assez satisfaisant, puisque la Chine, en tout cas du point de vue du droit civil, s'est dotée d'un instrument très similaire à celui du droit continental. Et puis, vous voyez, nous avons projeté, par exemple, de nous rendre au Japon, si tout va bien, d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, pour essayer d'aller expliquer aux Japonais et pour comprendre de leur côté à eux quel est leur modèle juridique et comment s'exporte leur modèle juridique et leur modèle économique. Donc voilà, donc nous pensons que les notaires, comme les autres professions du droit, les notaires sont exactement comme les autres professions du droit, sont des acteurs à part entière de l'attractivité économique, et nous pensons que nous devons démontrer, impulser une attractivité juridique, faire en sorte que le droit, notre pratique, au-delà du droit, notre pratique dans la vie de tous les jours. Vous savez, les notaires, on reçoit 3 millions de personnes tous les ans, les notaires de Paris, on a pratiquement 600 études, 3000 collaborateurs, 7 000 collaborateurs, pardon, près de 3000 notaires. Donc ça fait quand même du monde et on mobilise tout le monde pour qu'on soit bien des acteurs de ce développement économique de l'Île-de-France. En tout cas, c'est bien comme ça qu'on se positionne. Merci. Dr. Panurias, IAF, as I just mentioned, is a specialist provider of risk finance to benefit the SMEs. So SMEs need legal advice, but also financing through venture capital. So can you tell us about the essentials for an attractive venture capital ecosystem? What do we need? Yeah, try again. Just no. Try this one. Okay. Many thanks, Annette. Thanks to all. Thanks to the hosts. And as my son said this morning, my 11-year-old son, I'm a stranger. Looking at the program, he said, "You're a stranger." Of course, obviously, I'm not French. And although a lawyer by background, I will speak less law and more venture capital today. Yet I can assure you that I feel very much at home for the following reasons. With the audience, because my children are also French citizens. And with the panel, as you said, with Noël Lenoir, we worked together some 20 years ago.
actually in a very interesting project comparing English and French jurisdiction. My father is a retired notary, and I have written a book on bank regulation, financial regulation. So now back to business. And so what do we need to be attractive? I think we need 3 elements. We need venture capitalists. We need good rules and good regulators, good regulatory framework, and we need knowledge outside our locality. And I briefly explain, when I say venture capitalists, we need in the first place, we need entrepreneurs, we need the culture, we need the companies, we need the startups. Second, we need the fund managers. Third, we need the investors. And fourth, ideally, all this intertwining together to build up a hub venture capital ecosystem. Obvious, we need, as you said, as Noël Lenoir said, we need good rules, and we need good regulators as well. We need a good supervisor. And the third one, we need the knowledge outside our place. We need to know what is happening outside our locality, if I may say. And this knowledge, I can summarize it in 3 elements. One is we need to know trends, what is happening outside. We need, obviously, when we're talking about investment, when we're talking about venture capital, we need to know sources of funding. What are the sources of funding? To whom we are appealing to. And since we are in Europe, since we are in Paris, talking about what is happening at the European Union level, lots is happening. I will narrow it down to 3 things. Of course, one is European Investment Fund. As part of the European Investment Bank Group, we are active across Europe and actually beyond Europe, neighboring countries, etc. And we are active, of course, in Paris. But we have now, which is being negotiated, is being finalized, the InvestEU is a new program to support investments in Europe. And this is a successor to the Juncker Plan, the European Fund for Strategic Investments. It is very interesting also from a local point of view, because this time before was exclusive access to the, if I may say, to the EIB group as direct access. This time around will also be accessible to national institutional players like BPI France, for example. Second, we have, as you know, I mean, it's not new, but is hopefully gets new momentum. It is accelerated. We have the Capital Markets Union, which, of course, as you know, it is quite regulatory intense. The idea is to spearhead many regulatory reforms, but also is about money, new sources of funding. Thanks. Merci. Donc, justement, si on compare maintenant Paris, comment par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres places, comment se positionne Paris? Si vous voulez bien. Oui, je peux donner mon regard, effectivement. Donc Paris, je crois que tout le monde s'accorde à dire que Paris a peut-être retrouve une forme d'attractivité importante aujourd'hui. Alors est-ce que c'est dû au Brexit en partie, certainement? Est-ce que c'est dû à des grands événements type Jeux Olympiques? C'est dû aussi certainement à ça. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui se conjuguent pour faire de Paris, sans aucun doute, une place aujourd'hui extrêmement attractive. Et il y a une réalité que tout le monde a bien perçue, c'est le prix de l'immobilier à Paris. Le prix de l'immobilier à Paris qui croît depuis maintenant plusieurs années à un rythme assez incroyable, puisqu'on a dépassé les 10 000 euros de moyenne à Paris intramuros de l'immobilier, Paris intramuros, et il n'y a plus un arrondissement à moins de 9 000 euros du mètre carré de moyenne. Par rapport à New York ou par rapport à Londres? Alors, évidemment, on a rattrapé un retard parce que pendant longtemps, l'immobilier parisien a été assez en deçà des prix des grandes métropoles que vous citez. Mais on a rattrapé ce retard. On est aujourd'hui avec des prix qui sont très similaires à ceux de Londres, bien supérieurs aux autres capitales européennes. C'est très difficile de comparer avec New York parce qu'il y a des coûts induits également qu'il faudrait impacter pour bien comparer. Mais incontestablement,
Paris a retrouvé aujourd'hui une forme d'attractivité que nous constatons aujourd'hui dans la réalité de nos cabinets. Que ce soit les avocats avec qui nous discutons, que ce soit nous, notaires, dans les... Vous êtes organisé à l'étranger aussi, à l'international, vous connaissez. On est organisé à l'international parce qu'on a, en fait, on travaille en concertation très étroite. Alors, en fait, il y a deux niveaux sur l'international. Il y a le niveau du droit continental, où on travaille de façon très étroite avec les autres juristes des différentes capitales européennes, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on compare nos expériences, on essaie toujours de s'améliorer, on compare les différentes villes. Et puis après, il y a toutes les capitales, Londres et New York par exemple, toutes les grandes métropoles de droit anglo-saxon. Alors il y a une compétition juridique, comme il y a une compétition économique, et c'est bien normal. Nous, ce que nous avons toujours dit, c'est qu'il fallait énormément se méfier des concours, des classements qui étaient des classements mondiaux, notamment sur le classement des professions juridiques, parce qu'on ne peut pas comparer le positionnement des professions juridiques dans les pays de droit continental avec les professions juridiques en droit anglo-saxon. Ça n'est absolument pas comparable. Donc il ne faut pas travailler sur des classements mondiaux, mais il faut essayer de voir comment le droit se positionne comme un vecteur de confiance. Et aujourd'hui, c'est le cas à Paris, incontestablement. Comment se positionne le droit comme un vecteur de confiance qui permettra de gagner en attractivité. Et je crois qu'il ne fait pas de doute aujourd'hui, et je parle de l'immobilier comme du droit patrimonial de la famille, comme du droit de l'entreprise, qui sont les secteurs dans lesquels les notaires travaillent. Aujourd'hui, incontestablement, notre mission à nous, moi j'ai coutume de dire que les notaires sont les acteurs publics de la confiance. Si vous voulez, on a un service public de la confiance, c'est-à-dire qu'on doit délivrer la confiance. Qui dit confiance dit sécurité, j'entends ce que vous dites sur la nécessité de règles et de confiance, et donc qui dit à ce moment-là une très bonne attractivité. Je crois que Paris a ce positionnement-là aujourd'hui. Anne Maréchal, donc l'AMF, je dirais, c'est un atout. C'est aussi un acteur, une institution de confiance mondialement reconnue qui encadre justement le moteur des dynamiques économiques et financières. Vous pouvez peut-être insister un peu sur les atouts de cette institution? Oui, je crois que l'AMF est une institution sérieuse et qui travaille bien avec 500 personnes qui sont recrutées vraiment soigneusement avec un bon niveau, et ça nous donne, je crois, une vraie légitimité à l'international, et en termes de régulateurs, on est je crois, très, très écoutés. Je crois qu'un des atouts majeurs, c'est notre façon de travailler qui est tout à fait originale, c'est-à-dire qu'on a, et c'est prévu dans les textes, on en a des commissions consultatives. On a 6 commissions consultatives qui sont formées de professionnels de la finance et des différents acteurs. Ça fait 120 personnes au total qui se réunissent tous les mois à l'AMF. Et en fait, grâce à ces commissions consultatives, l'AMF connaît extrêmement bien le terrain. Et donc, ça lui donne une très forte légitimité pour aller proposer une réglementation ou adapter en fait au terrain. J'en prendrai un exemple intéressant. On a par exemple, on est le premier pays européen et je crois au monde à avoir proposé un encadrement des actifs numériques complet, à la fois en termes d'émissions des actifs numériques et de marché secondaire. Et on a fait ça parce qu'on a vu plus de 200 acteurs qui sont venus nous voir, là, les geeks et de la blockchain, qui sont venus nous expliquer leurs projets. Et donc aujourd'hui, quand on discute à Bruxelles ou au niveau de l'OICV, dans les grandes organisations, on s'aperçoit qu'on a une connaissance de ces matières-là bien plus grande que la plupart de nos homologues, et ce qui nous a permis de proposer C'est-à-dire l'expérience française, vous avez un rôle moteur dans l'Europe. Vous faites des propositions qui sont reprises. Absolument, parce que grâce à cette légitimité de connaissance et l'expertise que nous avons, nous sommes capables de faire des propositions qui, je crois, sont entendues parce qu'elles sont adaptées. Ça, c'est un atout important. Et puis, je crois aussi qu'on peut dire qu'on a un régulateur agile. C'est assez à la mode, mais c'est vrai, on est une force de proposition. On essaie d'être à l'écoute, de proposer à Bruxelles notamment des modifications de texte quand ça ne marche pas. Et on est entendu, je crois. Et puis, tout récemment, le ministre nous a demandé de faire un très gros travail de désurtransposition, c'est-à-dire d'aller voir dans les textes européens qui nous sont applicables ceux qu'on avait transposés de façon un peu excessive, c'est-à-dire que ça risquait de pénaliser notre place financière. On était allé un peu au-delà des exigences des textes européens. Et nous avons fait ce travail. C'est des milliers de pages de transposition de textes européens. Et nous avons finalement proposé 30 mesures de désurtransposition au ministre, qui était ravi, parce que je crois qu'on est une des rares administrations, entre guillemets, à avoir fait ce travail de désurtransposition. Merci. Dr. Panorgias, so how do you see Paris in the overall VC landscape? You mentioned 3 essentials. Yes, so indeed.
Of course, I'm conflicted to promote Paris. Although looking at my photo, which I widely use, is taken in Paris, but if that helps. But I can, well, of course, I agree with the co-panelists, but I can confirm that, I'm not saying to flatter, but Paris is strong. Talking about private equity, Paris is strong. It ranks top. It ranks top both in terms of venture capital culture and in terms of regulation as well, and in terms of regulator as well. So, you know, sometimes we tended, myself quite, at least at the beginning more, now less, you know, when we talk about venture capital, when we talk about capital markets, looking at the other side of the channel, at the Anglo-American world with more admiration and envy. But when we look on this side of the channel, more at the cultural element, but I think talking about venture capital, private equity, at the numbers speak, not me, Paris is strong. Of course, as I said, I mean, you need good venture capitalists, and you do have good venture capitalists. You do have a hub as well recently, which has taken a shape, a more, how can I say it, not cosmetic, but, you know, consolidate, which is the Station F hub. And why I mention this, because the moment you have good regulation, the moment you have good rules, which you have, of course, it's not for me to say how much better potentially can be. I'm not saying they need to be better, but possibly. But the moment you can have, for example, more startups. You have a startup hub. The moment you have a startup hub, it becomes easier for the venture capitalists to speak to each other. So startups to the fund managers, to the investors, vice versa. And then, of course, you need efficient administration. There, the administration can help because it can leverage this further. Institutional players can help. Institutional players, national ones, like BPI France, I mentioned, or European ones, like the European Investment Fund. They can help with developing further the ecosystem, with helping also with the best practices, which is nearing regulation, the best practices, and they can help with crowding in more money. Do you think there's a positive impact to host major European international institutions? It's difficult to say. I say why it's difficult, because it's something I think that is being utilized quite a lot. I think it's not for me to say. I think definitely it helps in the symbolism, in the making city, making a country associated with a European institution. At the same time, I think when it comes to actual business, it's not whether you host or not, it's what would you do with a European institution. So, for example, the European Investment Fund is headquartered, is hosted, because we're an international organization, EU organization, and our parent entity, the EIB Group, we are hosted in Luxembourg. At the same time, we do business at everywhere. And here in Paris, we have an office, we have an EIB Group office, but beyond the office, we do plenty of things in France, and we can do more. But you can be better connected, perhaps, by I think these days, possibly, yeah, the geographical proximity, because you are more at ease. But I think these days, having dedicated teams covering countries, etc., I think still beyond reaching the geographical proximity, because at the end we're not very far. I think it's more a matter of connecting to each other more, talking to each other more. And I think it's a good time now. It's a good time because there is going to be more money at the EU level. And if I may say from a French perspective, I mean, the administration is very willing to do more things. So the more the players talk to each other, their ideas, the more things can be done. Donc vous êtes tous des acteurs économiques, juridiques de la place de Paris. Vous contribuez au rayonnement de la place de Paris. Mais peut-être Anne Maréchal Bertrand Savouré,
qu'est-ce qui peut être encore amélioré, renforcé pour encore mieux identifier Paris comme place de référence, City de l'eau, c'est-à-dire une place de droit, mais également aussi une place financière? Alors, il y a effectivement un certain nombre de sujets qui mériteraient d'être un peu travaillés pour encore améliorer cette attractivité. Je pense à un en particulier, alors je m'en excuse par avance, c'est un peu un sujet de tarte à la crème, mais quand même c'est une réalité, c'est la stabilité juridique et fiscale. C'est-à-dire que ce qui renforcerait encore l'attractivité d'une place comme Paris, c'est que les règles fiscales, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, soient des règles qui soient inscrites dans un minimum de durée. Nous avons, dans le passé, trop souffert de règles fiscales qui changeaient au gré des changements politiques. C'est bien normal, on sait bien que la fiscalité est un levier pour une action politique, donc on comprend bien ce que ça signifie, mais c'est une réalité que cela nuit à la confiance que l'on peut avoir dans une résidence française et parisienne en particulier, et donc à l'attractivité. Donc il faudrait peut-être inscrire, je ne sais pas, peut-être inscrire cette règle, un minimum de stabilité fiscale pour une durée de 3, de 4, de 5 ans, par exemple, qui permettrait de retrouver une forme de confiance. Ça ne fait aucun doute, je parle des Français, mais je ne parle pas naturellement que des Français. Vous savez que, notamment, le régime fiscal des impatriés, quelque chose qui est examiné avec beaucoup d'attention pour toutes les entreprises internationales qui veulent s'installer en France, notamment dans la période post-Brexit, et qui veulent y installer leur cadre. Donc, les gens ont besoin d'être rassurés sur ce point. Il y a un deuxième secteur, mais qui fait, il y a un deuxième sujet, mais qui fait naturellement l'actualité aujourd'hui du fait des élections municipales, ce sont les questions de logement. C'est vrai qu'aujourd'hui, du fait de la contraction du marché parisien, eh bien, on a un logement dans Paris Intramuros ou un logement dans Paris Grande Couronne ou Petite Couronne qui se fait rare, surtout en Paris Intramuros, et il faut probablement travailler encore plus. C'est ce que nous allons faire en créant un groupe de travail transprofessionnel sur cette question, travailler sur ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être propriétaire de son logement à Paris. Vous savez qu'en France, traditionnellement, on estime que les gens sont beaucoup plus propriétaires de leur résidence principale que dans d'autres pays. En France, globalement, 60% des Français sont propriétaires de leur résidence principale, à peu près 40% à Paris. Et vous avez des pays comme par exemple en Allemagne qui n'ont pas du tout cette culture de la résidence principale. Bon, pour prendre ces deux exemples-là. Donc la question du logement est une question très puissante pour l'attractivité. L'accès au logement d'une façon ou d'une autre est une... Et puis enfin, je ne peux pas être trop long, mais enfin un troisième sujet qu'il faudrait appeler de nos voeux, c'est une forme d'action politique, c'est-à-dire une forme de gouvernance dans Paris et sa région, au niveau du Grand Paris. Une forme de gouvernance, mais enfin là aussi, c'est pas ici qu'on va décider quelle est la gouvernance du Grand Paris demain. Et je pense que tout le monde a ça tout à fait présent dans la tête, mais certainement il y a quelque chose à faire qui permettrait de redonner un souffle supplémentaire à l'attractivité parisienne. Est-ce qu'il y a des sortes de clusters, ce qu'on a vu dans le scientifique, des clusters juridiques en France, à Paris? Comment ça s'organise en fait? Est-ce qu'il y a des clusters juridiques? Est-ce que ça existe, comme on a vu dans le scientifique? Un regroupement de tous les acteurs, une concentration complémentaire? Alors, ça existe, enfin ça existe de façon un peu informelle, c'est-à-dire que les différentes professions du droit se regroupent de façon générale pour travailler de façon transversale sur un sujet donné, oui. Mais il n'y a pas d'autorité des professions juridiques. Par contre, dans la dernière loi croissance, qui est la loi qui a notamment impacté beaucoup les professions réglementées, il y a eu la création de sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, c'est-à-dire que dans une même structure économique, vous pouvez avoir plusieurs professions du droit et du chiffre qui travaillent ensemble, et peut-être c'est un mode de développement dans l'avenir et qui irait dans le sens de votre question, c'est-à-dire de réunir les professionnels du droit au service dans une même entreprise. Mais je crois qu'au quotidien, les différentes professions travaillent très très bien ensemble, sans même que ce soit nécessairement bien structuré. Peut-être qu'un peu plus de structuration serait utile. Vous voulez ajouter quelque chose sur... ou sinon, dans quelle mesure, peut-être plus précis, les prescriptions de l'AMF influencent d'autres organes de régulation européenne? Vous avez dit, on propose justement des actions, ou peut-être aussi plus général, comment vous travaillez avec les organismes européens? Alors, dans le domaine financier, on est obligé de travailler de façon internationale systématiquement. Par exemple, en matière de sanctions, de manquements, si vous voulez, on est obligé de faire appel à la coopération internationale. Aucun dossier aujourd'hui, pratiquement, n'est purement national.
pour la réglementation, elle est, comme vous le savez, en matière financière aujourd'hui presque exclusivement européenne. Donc on est très conscient de ça, et l'AMF, on est présent dans 100 groupes de travail à l'international à l'AMF. Donc c'est considérable, ça veut dire qu'on va vraiment, on assiste aux discussions très concrètes sur des sujets techniques en matière financière, on est présent et on fait des propositions, on défend aussi nos positions autant que possible. Alors c'est au niveau de l'OICV, c'est-à-dire au niveau mondial, ou l'ESMA, qui est d'ailleurs l'ESMA, qui est l'AMF européenne, est basée à Paris. On essaye d'être également extrêmement présent. Et puis, il y a une coopération, je vous le disais, notamment dans le domaine répressif, qui est très, très importante au niveau mondial. Alors, on essaye, dans ces instances-là, de faire passer aussi nos idées. Je prenais l'exemple tout à l'heure des actifs numériques. Je crois que c'est un très bon exemple parce que c'est notre actualité. Là, la Commission européenne vient de faire un questionnaire sur le traitement des actifs numériques et la possibilité d'établir une réglementation dans ce domaine. Il n'y en a pas en Europe, ni d'ailleurs pratiquement nulle part dans le monde aujourd'hui. Et comme je vous le disais, on était précurseur avec la loi Pacte, puisqu'on a créé un régime d'encadrement à la fois des émissions de titres et du marché secondaire pour les actifs numériques qui ne sont pas des instruments financiers. Et nous sommes en ce moment en train de réfléchir, et c'est sans doute l'avenir, à encadrer ce qu'on appelle les security tokens, c'est-à-dire les actifs numériques qui sont des instruments financiers dont les acteurs nous disent que demain ils seront émis, négociés sur la blockchain. Or, la réglementation financière européenne qui s'applique à ces instruments financiers, puisque la seule différence c'est qu'ils sont sur la blockchain, elle n'a pas été pensée pour la blockchain, et donc on a répondu et on va publier notre réponse, notre analyse. On a fait une analyse des obstacles en droit européen au développement de ces security tokens, alors même qu'on a de grands acteurs français qui veulent avancer dans ce domaine et qu'il y a un enjeu d'innovation extrêmement fort pour la place de Paris et pour la France. Et au-delà pour l'Europe. Et donc c'est un très bon exemple, je trouve, où là la Commission européenne nous dit mais on attend votre analyse. Donc je suis très fière de faire l'analyse qui est une analyse de droit européen, mais vous voyez qu'on essaye là de peut-être un petit peu aussi de prendre un peu la place que nous laissent finalement d'une certaine façon les Anglais, parce que les Anglais c'était souvent la boîte à idées quand même dans le domaine financier, et d'une certaine façon le Brexit nous laisse un peu plus d'espace. Et donc, justement le Brexit, donc on peut dire le Brexit pour la place de Paris, c'est peut-être une bonne chose. Ou comment vous voyez le Brexit Alors, pour la place de Paris, d'abord de façon générale, je ne crois pas que le Brexit soit une bonne nouvelle pour l'Europe en général, mais enfin c'est là. C'est là. Alors pour Paris, effectivement, il faut que Paris joue sa carte, comme d'autres pays. Donc nous, on a déjà constaté des effets du Brexit, des premiers effets, c'est-à-dire qu'on a déjà des demandes d'acteurs, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille qui sont venus se relocaliser à Paris. On a à peu près 25 agréments qui ont été délivrés pour les entreprises d'investissement et une vingtaine pour les sociétés de gestion de portefeuille. Et ça ne compte pas tout ce qui est le renforcement des activités des succursales parisiennes, alors que leur siège pouvait être resté en Angleterre. Donc on estime que c'est au moins 1500 emplois qui sont revenus à Paris, mais c'est seulement le début. Et on pense qu'il y aura un effet encore plus important de ce phénomène, mais qui va dépendre pas mal de la négociation avec le Royaume-Uni, et notamment des décisions d'équivalence qui seront prises, puisque, comme vous le savez, le Royaume-Uni va devenir pays tiers, et donc, en fonction de la négociation, il y aura plus ou moins d'effet à ce Brexit sur la place financière. Dr. Panogia, so how to better promote the influence of Paris in the world? So you are supporting innovation, entrepreneurship. Are there any special tools or instruments that SMEs, startups, companies can use? Of course, I can. It's okay. Of course, I cannot. I cannot advise Paris. I'm conflicted, but anyway, I don't have the credentials to do so. But I could say how Paris could potentially benefit from what EIF does.
And before I say this, just to reinforce two elements that were mentioned. Bertrand, you mentioned taxation, and Anne, you mentioned international cooperation. These are equally applicable to the area of venture capital. They're equally applicable to Paris becoming more attractive for venture capital. So the European Investment Fund covers the entire venture capital spectrum. We do from startups to buyout. We cover, we do social impact, we do agriculture, we do cybersecurity, anything possible, anything like a private venture capital investor would do. And we do already a lot in France. We do by investing European Union money, like the Juncker plan and potentially the Invest EU, which, as I said, of course, direct access for local players, but still 75% is to be deployed by the European Investment Bank Group. And we also manage money of the French government, we manage money of the member states, we manage money of regions, and potentially we can manage money of municipal authorities as well. So there is lots of, the products are there. EIF has proved to be very innovative, being able to come up, to accommodate needs, the policies. It's just, if I may say, although I need to be very careful, because at the moment the next multilateral financial framework is being negotiated. It's a very tough negotiation because some are asking more money, some less. But at the same time, if I may say, there will be more money for venture capital. Not enough, but still will be more. So it's a matter of reaching out, of talking to each other, of more international cooperation, of developing more the local venture capital ecosystem. If you recall, what I mentioned is the venture capitalists, and it's companies, fund managers, investors. And they exist, and they do well, but the more they interact with each other, and the more they interact with players across the borders, at the EU level or at the local level, more can be done. Just to add, for example, I'm using a bit of a jargon, venture capital, but we talk about venture capital hubs, but also we talk about, which, hub is local, and Paris is already qualifies as a hub. Does not mean that more cannot be done. But we're also talking about paths. And one of these paths, for example, is Paris and Milan. So a lot are happening there in the area of venture capital. So more can be done with already existing tools, existing money, existing products. Merci. Bertrand Savoret, pour terminer, les notaires, comment on a su, Madame Lenoir disait que c'est un métier qui s'est réformé, qui s'est modernisé beaucoup. Comment vous contribuez à l'attractivité d'une ville, d'un territoire? Quels sont vos besoins aussi? Peut-être dans un changement de métier aussi, une grande évolution. Oui, sans aucun doute. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les notaires sont une profession du droit qui doit délivrer la confiance. Vous savez que le notaire ou la notaire sont un homme ou une femme de droit qui rédige des contrats, donc des contrats en droit immobilier, en droit patrimonial, en droit des entreprises. Et donc le contrat, c'est le socle de la sécurité juridique. Donc en fait, notre mission numéro 1, c'est la sécurité juridique. Et encore une fois, la sécurité juridique est l'atout maître de l'attractivité économique. Donc c'est dans ce sens que nous participons à cela. Je redis que comme nous avons 600, au niveau du Grand Paris, nous avons 600 études réparties avec un maillage assez fin sur tout le territoire, finalement, on reçoit chaque année, comme je le disais, 3 millions de clients dans nos études, et ce sont des questions immobilières, des questions de droit patrimonial, de mariage, de séparation, des questions de localisation d'entreprise, des questions de gestion des impatriés, enfin, toutes ces questions-là. Oui, mais est-ce que vous voyez comment, par exemple, on peut dynamiser l'action de notariat par rapport à d'autres, je ne veux pas dire clusters, mais par rapport à d'autres? Elle se fait de plusieurs façons, si vous voulez, justement, dans le sens de ce que vous indiquez. D'abord, elle se fait par l'ouverture, et la profession s'est énormément ouverte sous l'impulsion de la loi croissance de août 2015, qui a modifié le statut des professions réglementées.
Donc nous étions jusqu'à maintenant, enfin il y a eu une augmentation de 30 à 40% des offices notariaux ouverts sur Paris. Ouais. Donc là, ça fait déjà une offre de services beaucoup plus grande. Donc ça veut dire une facilité d'accès aux services juridiques. La deuxième chose, c'est la technologie. Le notariat a énormément toujours travaillé sur les sujets technologiques. Nous sommes en train de travailler sur des grands sujets d'intelligence artificielle pour rendre notamment les dossiers immobiliers, nous rentrons sur ce sujet par l'immobilier, beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, parce qu'il y a énormément de documentation à traiter, vous imaginez bien. Et donc nous avons des grands sujets de recherche et de développement en intelligence artificielle pour nous aider, nous assister dans la sécurité des dossiers immobiliers. Nous avons également, très important pour l'attractivité internationale, la possibilité très, très bientôt de signer des actes authentiques, donc des actes de notaire à distance. C'est-à-dire vous pourrez signer, lorsque vous êtes à Athènes par exemple, vous pourrez signer un acte en France sans venir à Paris le signer. Totalement adapté à la réalité. Mobilité, à la tous, mobilité, oui, à la exactement. mobilité. Et puis le dernier point, si vous voulez, sur lequel nous nous sentons très concernés, c'est l'amélioration toujours de la qualité de service. Il faut toujours améliorer sa qualité de service. Nous avons une expertise, encore faut-il être performant sur le plan de la qualité de service. Et là, il y a toujours des progrès à faire. Nous y travaillons parce que ça aussi, c'est aussi un accueil du client qui fait partie de l'attractivité. Merci, grand merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Madame, attendez, je vous apporte un micro. Ah oui, il y en a. Bonjour à tous, Émilie Morat, je travaille à l'Office de tourisme de Paris en tant que chargée d'études congrès et je réalise mon mémoire de fin d'études sur l'augmentation de la durée de séjour à Paris, donc la durée de séjour des touristes à Paris. J'avais une petite question pour Monsieur Savouré. Vous avez parlé de logement, vous avez parlé d'immobilier et vous avez parlé notamment que le prix au mètre carré à Paris rattrapait, si j'ai bien compris, celui de Londres et celui de New York par exemple. Ma question, elle vise l'hôtellerie, puisque c'est ce qui me concerne directement. Comment vous expliquez qu'à Londres, on arrive à avoir, il me semble que c'est 6 fois plus de chambres économiques d'hôtellerie qu'à Paris, alors qu'a priori, le prix au mètre carré est plus cher qu'à Paris? Alors, j'aimerais bien pouvoir l'expliquer de façon rationnelle et certaine, hein, parce que on est tous des observateurs de ce que vous décrivez qui est connu. Est-ce que le phénomène Airbnb, qui est très présent à Paris, n'est pas un élément d'explication de ce que vous dites? Parce que tout le monde sait que Paris est une ville de développement d'Airbnb très considérable, peut-être plus que Londres. Donc c'est peut-être un des éléments. Peut-être aussi que, vous savez, il y a aussi une police du logement. Ce que j'appelle la police du logement, c'est que vous ne pouvez pas librement et comme vous l'entendez transformer par exemple de l'habitation en bureau ou de l'habitation en hôtellerie. C'est très compliqué. Et donc pour créer un hôtel à Paris, il faut une autorisation particulière qui est de transformer ce qui était auparavant peut-être un immeuble de bureau ou un immeuble d'habitation en hôtel. Or, la politique municipale de la ville de Paris tend vers, et c'est beaucoup dit par l'actuelle équipe municipale, tend vers la mixité et la présence importante à Paris d'habitants avec du logement social, du logement intermédiaire ou du logement non régulé. Donc tous ces éléments-là font probablement un élément de votre réponse. Et une politique municipale, et comme je le disais, peut-être une autre forme d'hôtellerie qui est le Airbnb, sur lequel on pourrait discuter indéfiniment quant à sa pertinence. En tout cas, c'est une réalité, d'autant que là aussi, la municipalité a dit qu'elle a régulé le Airbnb, mais ce n'est pas nécessairement encore d'une très grande efficacité, cette régulation. Après, je reste juste convaincue, mais c'est juste personnellement, je reste convaincue que si Airbnb fonctionne aussi bien à Paris, c'est parce que justement, c'est la conséquence du manque de tout ça. Voilà. Merci. Une dernière question? Merci, en tout cas.